avez réfléchi pendant 3 minutes au moins sur le trottoir l'autre jour quand vous vous rencontrez, parce que ça n'a pas l'air évident que vous êtes une vedette de la chanson. Est-ce que vous êtes l'anti-star? Oh non, anti-star, non. D'abord, pour savoir, il faut que je sache ce que c'est qu'une star pour être contre. Comme je ne sais pas, donc je crois que c'est un truc qui existe vraiment, je suis pas anti-star, je cultive pas un anti-personnage, je suis comme je suis. Voilà. Et vous êtes quoi alors? Je suis un garçon de 28 ans, qui est maintenant d'ailleurs, et qui fait un métier qui s'appelle le métier d'artiste de variété, qui écrit des chansons, qui compose, qui fait des textes, des musiques, et puis qui les chante. Vous n'avez pas dit au début que vous avez une drôle de voix? On est encore. Vous savez, on a dit ça. J'ai remarqué que les gens, tous les gens qui ont dit ça ont fait de magnifiques carrières. Alors, si ça veut faire la même chose, moi, j'ai Aznavour qui chantait comme Olivier Kisville, Tino Rossi est toujours vivant, d'ailleurs. Tino Rossi qui est toujours vivant, avec une voix de fossé, etc. Donc, tout va bien. Si c'est la même chose pour moi. C'est ça, le prochain centenaire, c'est pas la voix, non? C'est bien, parce que moi, de toute façon, j'arrêterai de chanter qui chanteront encore. Donc, c'est vrai que je ne chanterai pas très longtemps. Mais non, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Quand même, je ne vais pas chanter, je ne chanterai pas jusqu'à ces âges-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas le faire, mais enfin, disons que moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Vous avez parlé de ce que vous voudriez faire d'autres. Par exemple, quand il manque un petit peu de chansons, il y en a une dernière, je pense, que j'aime beaucoup, c'est Mon fils, ma bataille. Qu'est-ce qui vous a inspiré ça? Il y a deux choses. Il y a d'abord un film qui s'appelle Kramer contre Kramer, et je me suis un peu basé sur cette histoire, mais l'idée d'utiliser le film est venue de mon éditeur, et qui m'a dit pourquoi tu fais pas une chanson avec ça, sur le problème du divorce, mais traiter autrement, en essayant d'éviter la démagogie, etc. C'est-à-dire le traiter par réaction, la réaction pure, sans attaquer tout le monde et personne, simplement une réaction la plus simple possible. Et puis au début, je trouvais pas ça très bien comme idée. Je trouvais ça bien, de toute façon, j'ai l'idée en soi, je la trouvais logique. Et puis dès qu'il y a enfin quelque chose dans une chanson, ça me gêne toujours un peu. Je trouve ça c'est un peu facile. Alors j'ai quand même essayé, et puis il se trouve que moi j'étais pas très content de ce que j'avais fait. Comme tout le monde autour de moi était tout à fait ravi, j'ai cédé à la pression. Il faut croire que c'est les autres qui ont raison, puisque ça se passe formidablement bien. Pourtant, quand vous la chantez, vous avez l'air parfaitement convaincu que c'est quelque chose de fantastique et de vrai. Mais je ne sais pas si c'est fantastique, mais c'est vrai. Je veux dire, ça arrive tous les jours, et c'est comme ça, et c'est pour ça que j'ai aucune raison de ne pas croire à quelque chose que je dis. En tout cas, il y a une phrase qui revient dans cette chanson-là et qui revient dans d'autres chansons aussi, c'est « Je veux tout casser ». Oh non, l'autre chanson où il y a eu ça, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Luc Plamondon et Michel Berger, c'est les Star Mania. J'ai dit ça ailleurs, c'est un autre. Non, tout casser, bon, pourquoi pas, remarquez, ça peut se faire, hein. Mais enfin, je crois pas que ce soit une idée qui dit. La seule chose dont je parle dans presque cette chanson, c'est l'amour, je crois. Le reste, qu'est-ce qui vous a vraiment fait démarrer? C'est Star Mania ou bien c'était autre chose avant? Je ne me rappelle plus. Depuis le jour de notre Australie, on n'est pas très bien au courant, il faut dire. Non, il se trouve que le disque de Star Mania et l'album de le chanteur sont sortis dans le même jour à la même heure. Donc je crois que c'est un des pairs, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange de services ramenés volontairement, c'est-à-dire que je crois que le chanteur a servi Star Mania et que Star Mania a servi le chanteur incontestablement. Est-ce que les auditeurs se sont assimilés aux honneurs de Star Mania ou aux chanteurs? Ceux qui se filment s'assimilent plus aux chanteurs, c'est sûr, bon, c'est évident. Je ne vais pas garder les gens toute ma vie sur Star Mania, puisque c'est la seule chose en fait que j'ai pas écrite. Donc, à part une de chansons, en principe, j'écris tout. Donc, bien fidèle, il y a des gens qui se sont assimilés à Star Mania et qui après ont laissé tomber, par exemple. Donc ceux-là, je les verrai plus, alors j'aurais du mal. Mais ceux qui sont encore là, ce sont ceux qui ont accroché avec le chanteur. Même si Star Mania a participé à la réussite. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Eh bien, en ce moment, je prépare l'Olympia, que je dois faire en mars, de 10 au 15 mars, et donc je le répète tous les jours avec les musiciens, et j'allais dire c'est tout, c'est déjà pas mal. Enfin, je prépare aussi une musique de film, et puis quoi. Non, c'est tout. C'est beaucoup quand même. Quel film? C'est un film qu'a écrit un des frères Geneviève. J'avais
déjà fait la visite pour les deux frères à Noël, et puis lui, il récidive tout seul cette année, alors je récidive avec lui. On peut savoir le titre du film. Bon. Tout ce que je peux dire sur le thème du film, c'est que Hitchcock a écrit un jour dans un de ses bouquins que l'idée utilisée dans le film était un des trucs qui serait le plus fantastique à faire pour un cinéaste. Et ce qu'il y a de bien, c'est que moi, j'avais vu avant de lire le bouquin. Ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà, moi, je ne veux pas l'aider. C'est naturel. Oui. Mais c'est pas la première fois que vous passez à l'Olympia, si? Non, c'est la deuxième fois. Moi, j'ai décidé aussi. J'ai pas mal chez moi, je me dis, c'est ça. J'ai longtemps, je me dis, c'est bon. Non, c'est la deuxième fois, enfin, disons que c'est un peu différent, c'est un petit peu plus difficile que la première. Pourquoi? Parce que d'abord, parce qu'il n'y a que les mêmes critiques et que j'ai recommencé la dernière. Donc, il n'y a pas de situation à retourner, pour me dire qu'il faudrait, comme ils disent, confirmer et plus. Et donc, ça, c'est un petit peu plus intéressant que l'année dernière. Mais vraiment, j'étais assez serein. Je sais que cette année, je me dis qu'il est temps de revanche. Et les autres choses maintenant, ces fameuses autres choses que vous devriez faire après avoir chanté pendant 150 ans. Oui, j'ai envie d'écrire un bouquin que j'ai déjà commencé. Vous avez mémoire comme tout le monde? Non, pas du tout. Non, d'abord je suis trop jeune. Puis je n'en ai pas en plus. C'est pas mon enfant, pas mon... Puis le cinéma, ça, par contre, ça me tient beaucoup au cœur. On s'en occupe d'ailleurs. C'est jamais pour la littérature et le cinéma, c'est quand même important. Et puis, le voyage, non, j'aime pas tellement ça. Les vacances, ça c'est un métier aussi que je compte faire une fois dans ma vie, de mes vacances. Et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal. Entre la littérature et le cinéma, ça fait beaucoup de choses. Les deux, on continue à faire des disques. Je ne dis pas que j'arrêterai de chanter, mais j'ai dit que j'arrêterai de chanter sur scène pour le moment assez vite. Je dis assez vite dans les 5 années à venir. Mais je continuerai à faire de la musique, ça c'est sûr. Pourquoi vous n'êtes pas présenté au présidentiel? Parce que je n'avais pas envie de passer pour un con. J'ai pas la carte d'école, donc aujourd'hui la carte d'école qui se présente. Moi j'ai pas la carte, donc je ne me présente pas. Je suis pas standardisé pour me présenter au présidentiel. D'ailleurs, j'ai remarqué que dès qu'un qui est pas con veut se présenter, on fait toujours la montée, on corrige. Alors moi, je vais rester entre le corps. J'ai aucune raison de laisser de déranger. Voilà. Monsieur Marceau, vous êtes l'homme le plus multiculturel du monde parce que vous parlez toutes les langues. Comment ça se fait que vous avez commencé à vous exprimer comme ça? Oui, parce que j'aime bien les langues. J'aime bien le français, bien entendu, puisque c'est ma langue maternelle. L'anglais, l'italien, l'espagnol. Mais je connais des gens qui parlent beaucoup plus de langues que moi. Mais vous en parlez une qui est universelle? Oui, ça c'est vrai. J'ai des gens qui parlent le japonais, voyez-vous, c'est pas mal. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de bruit autour de vous que vous avez choisi de vous exprimer avec des gestes? Non, je ne pense pas, parce que c'est un art merveilleux, le mime, comme la musique, et que je pense que l'art du mime exprime comme la musique les aspirations profondes de l'être humain, et c'est pour ça que j'ai choisi de devenir un artiste mime. Mais c'est vraiment du théâtre pour moi, finalement, ce n'est pas d'être mime, c'est vraiment pour moi un art théâtral complet, et le fait de ne pas parler ne me limite absolument pas, parce que je trouve que je peux exprimer par les gestes le vrai théâtre d'action, oui. Le théâtre de l'homme, le théâtre de l'âme. Ça ne limite pas de ne pas pouvoir dire un seul mot sur la scène? Non, je pense que c'est très important de parler de la vie, parce que c'est un moyen de communication important, mais je pense qu'au théâtre, la communication est importante et je pense que le fait de ne pas parler sur scène, c'est encore plus universel que de parler, parce que de parler, vous êtes limité par une langue. Tandis que lorsque vous ne parlez pas, vous êtes comme un musicien, comme un danseur, vous êtes universel parce que tout le monde vous comprend immédiatement. Comment exprimez-vous toutes ces émotions? Mais c'est-à-dire, là, premièrement, c'est un art qu'il faut voir, on ne peut pas le décrire. On peut décrire ce qu'on fait, une fois qu'on l'a vu, on peut expliquer les raisons pour lesquelles on a choisi de s'exprimer avec tel et tel style. Pourquoi on recrée le mime tragique ou le mime comique de telle et telle manière. Mais je pense que lorsqu'on n'a pas vu le spectacle, on ne peut absolument pas parler parce que ça vient de la philosophie de la métaphysique et que tout le monde est capable de très bien parler. Mais je pense qu'un acteur doit avant tout pouvoir s'exprimer avec son art, même s'il ne parle pas bien de son art.
il peut être un homme qui s'exprime merveilleusement bien dans sa discipline, mais j'ai la chance de pouvoir l'exprimer philosophiquement, mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de m'entendre parler de mon art lorsqu'on m'a vu. Oui. Parce qu'à ce moment-là, ça prend toute sa résonance, parce qu'on comprend la motivation de mon art et pourquoi j'ai choisi tel et tel numéro, comme la cage, ou comme la création du monde, ou comme l'arbre qui est l'homme lié comme l'arbre à travers les 4 saisons, ou pourquoi j'ai choisi le personnage de Bip, qui a des aventures comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Oui. Mais je pense qu'il faut avoir vu le spectacle. Mais je pense que tout le monde a déjà vu le spectacle, puisque ce programme passe dimanche et que votre spectacle au Regents à Sydney se termine très bientôt. Donc tout le monde a déjà vu le spectacle. Vous pouvez nous en parler franchement. Non, je dois dire que je ne termine pas cette semaine, heureusement d'ailleurs, parce que Sydney est quand même une très grande ville. Je joue 2 semaines à Sydney, nous allons donner 2 semaines à Melbourne, nous avons déjà joué 1 semaine à Perth et 1 semaine à Adelaide, et nous finirons par Brisbane. Et je pense que la tournée est un peu trop rapide. Même j'aurais préféré, je serais bien resté 15 jours ou 1 mois de plus parce que j'aime beaucoup l'Australie. Oui. Quelle est la réaction du public australien justement? On a même qu'à Londres et à Paris. Oui. Il n'y a pas de différence. Franchement, je pense que les publics du monde entier réagissent de la même manière. C'est inutile, un magnétophone dans une salle, vous avez le même quart de seconde de la même réaction, et pour le comique et pour l'émotion du tragique. Vous ne jouez pas d'une manière différente selon les pays où vous allez? Absolument pas, que ce soit aux Indes ou au Japon, où la civilisation est quand même différente, c'est exactement pareil. Le même nombre de secondes, c'est une unité exactement comme une partition musicale. Parlez-nous un peu de ce personnage Bip qui est si célèbre maintenant. Bip est un personnage poétique et burlesque que j'ai créé en 1947 quand j'ai débuté au théâtre, avec lequel j'ai fait 5 fois le tour du monde, j'étais dans 65 pays, et 5 fois à travers les 5 continents. Et ce personnage, je l'ai déjà dit, il a gardé le maquillage blanc qui est le maquillage de Pierrot traditionnel, tel que nous l'avons dans l'école française de la pantomime. Mais mon costume a changé, le chapeau de forme à la fleur, le maillot rayé, le pantalon blanc, le gilet serré gris et les chaussons. C'est un personnage dramatique et comique, personnage théâtral, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se bat contre les moulins à vent, comme Don Quichotte, et qui est plongé aux racines même, au cœur du temps, au cœur de l'action tragique et comique de la vie actuelle, avec ses rêves, ses symboles. Et le nom de Bip me vient de ce que j'étais enfant, j'ai lu un livre sur Dickens qui s'appelle Grandes Espérances, et un des personnages s'appelle Pip. Et je pensais que je ne pouvais pas appeler mon personnage Pierrot, parce que Pierrot est un personnage spécifique, traditionnel, qui a la souquenille et le serre-tête, et que mon personnage étant mon personnage propre, j'ai simplement gardé le maquillage blanc de la tradition, et j'ai changé le nom, et Bip est un nom beaucoup plus international. Je ne l'appellerai pas Casimir ou André, j'ai préféré l'appeler Bip. Alors, voilà en ce qui concerne le personnage. Et dans la seconde partie du programme, j'ai les pantomimes de style qui introduisent le spectacle d'une manière concrète, en montrant l'invisible et visible, en sculptant l'espace et le temps, en créant des dimensions optiques. Il y a la hauteur, la longueur, la largeur, et en 4e dimension, une 5e, c'est aussi la dimension du temps, elliptique. C'est-à-dire que lorsqu'on présente la vie d'un homme de la naissance à la mort en 4 minutes, le temps a changé. C'est un temps dramatique elliptique. Maintenant, j'ai des thèmes qui, comme les musiciens, qui créent des variations sur des thèmes donnés, que ce soit Bach, Mozart, des sonates ou des variations, je pense que les pantomimes de style étaient faits pour montrer au public ce qu'est notre art, pour l'initier à l'art de la virtuosité du monde, exactement comme le public va voir un magicien ou un acrobate de cirque ou un funambule. C'est un art qui va montrer le style de la virtuosité et ensuite le contenu. Donc la première partie est dédiée à des pantomimes de style comme la création du monde, pas le jardin public mais le Luna Park, ou les 7 péchés capitaux qui sont une étude approfondie sur les défauts et les défauts humains, comme son nom l'indique, les 7 péchés capitaux. Puis nous avons apporté une pantomime surréaliste qui s'appelle Le cauchemar du pickpocket, et enfin le Fabricant de masques, qui est un numéro classique et que j'ai remontré au public,
qui est cet homme qui adhère à différents masques dont l'un est comique et qui ne peut plus enlever son visage. Et il y a des moments tragiques, bien entendu. Voilà à peu près la première partie du spectacle. Ensuite, la seconde est dédiée au personnage de Bip dans de nouvelles aventures. Est-ce que l'ère spatiale et électronique vous inspire? Oui, parce que la dernière fois que nous sommes venus en Australie, nous avons présenté la vie moderne et future. Bip dans la vie moderne, qui essaye justement, qui appuie sur les boutons, les escaliers roulants, les machines à sous, et tous des trains créent une marche, et il est obligé de retourner au travail à la main archaïque. Et il est lancé à travers le temps, il y a un orage cosmique, il est lancé à travers le temps, et il lutte contre les computers imaginaires, et j'ai imaginé un catastrophe nucléaire, c'est un réel cauchemar, bien entendu, et Bip retourne à l'âge de la préhistoire, il redevient une espèce de Cro-Magnon, d'homme singe, si on veut, qui, à travers son évolution, repasse par toutes les phases de l'humanité qui progresse pour arriver vers l'homme. Et cela terminé par l'image suivante, l'homme avance dans la vie, mais plus il avance, plus il recule, parce que même si nous avançons dans le temps, nous reculons dans le temps. C'est épouvantable comme image, finalement. C'est d'imaginer que même si nous avançons, même si nous faisons des progrès, même si la science avance, dans le temps, nous reculons parce qu'un jour, pour un cybernéticien, nous sommes à 18 secondes de l'histoire de l'humanité, et pour un homme comme Einstein qui s'occupait de la théorie de la relativité, au fond, nous sommes déjà dans le temps intemporel, nous sommes dans le passé, nous sommes dans l'avenir, donc il ne faut pas penser à cela, il faut penser au moment, au théâtre, à ce qu'il projettera intemporellement, de même qu'on imagine que la Renaissance ou la préhistoire nous ont laissé un héritage important, de même il faut penser que notre époque, à travers le temps, sera une grande époque qui va s'inscrire, mais qui n'est qu'un moment dans la vie des hommes. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Alors les gens disaient, mais vous êtes pessimiste. Je dis, justement, vous le dites. Non, pas du tout. Mais nous sommes, si je suis l'humanité est pessimiste parce que nous sommes tous voués à la mort. Donc il faut accepter cela. Donc nous sommes immortels en même temps parce qu'après nous il y aura d'autres hommes et d'autres rires, d'autres joies, d'autres pleurs, d'autres violences, d'autres émotions lyriques. Et l'homme rira, pleurera, et il faut penser à cela, il ne faut pas penser à soi, parce que si nous pensons à nous-mêmes, nous sommes trop vulnérables. Entendre tout cela, on se demande comment on peut l'apprendre dans une école. Vous avez fondé une école pour que les jeunes apprennent l'art du mime. Mais tout ce que vous venez de dire, ça ne s'apprend pas. Eh bien, au lieu d'apprendre aux petits Français nos ancêtres les Gaulois, il faudrait d'apprendre nos ancêtres les gens de la préhistoire, nos ancêtres les hommes, tels qu'ils sont dans le monde entier. Cela ferait que les petits-enfants ne perdraient pas leur temps à faire du nationalisme. Je pense qu'il est très important d'avoir la culture française, il est très important de connaître son histoire, mais je pense qu'on devrait recommencer à enseigner à l'enfant la culture de l'homme. Et ce qu'on ne fait pas dans les écoles. Je pense que c'est un peu trop si j'emploie un mot en anglais, one-sided. Mais je ne suis pas je ne suis pas un enseignant, mais un homme de théâtre. Peut-être que le théâtre arrive à enseigner un peu une manière d'éducation, peut-être que la manière de créer des gestes, de méditer, est une manière très belle pour se rééduquer. Vous avez pratiqué des disciplines asiatiques telles que le yoga, etc. Oui, le yoga, du judo, de l'aïkido, des arts martiaux, de l'escrime. Mais c'est normal, ça fait partie un peu de mon métier. Mais pour le pratiquer, il faut le faire tous les jours. Et pour devenir vraiment ce qu'on appelle un expert, il faudrait le faire tous les jours. Je pense que je suis vraiment un homme parce que je joue mon spectacle et je crée d'autres, bien entendu, 300 fois par an. Ce qui fait que je peux dire que je suis un homme. Je crois que on est peintre, on est magicien, on est artiste. Quand on le pratique de la même manière qu'on mange tous les jours, ça devient une nécessité. Sur ce plan, je crois être arrivé à réaliser mon rêve, c'est d'être un homme de théâtre. Mais vous êtes bavard dans la vie, c'est extraordinaire, on ne s'attend pas à cela. Oh, vous savez, je ne suis pas bavard, mais quand on est obligé de faire une interview de 20 minutes,
et qu'on vous demande des questions, si on est laconique, on arrive à créer une image qui n'est pas celle qui correspond à votre art. Et pour donner au public l'essence de mon art, cela demande toute une vie. Et en 20 minutes, on ne peut pas jeter une vie. Donc, non nécessairement bien bavard, parce qu'il est obligé de condenser en 20 minutes ce que l'on était à parcourir pendant une vie entière. Ouais. Est-ce que vous allez vous inspirer de l'Australie pour un prochain spectacle? Moi, je ne pense pas. Je pense que l'Australie m'inspire, comme tous les pays. Il y a des plages merveilleuses, c'est un pays à explorer, c'est un pays qui reste un pays immense. D'ailleurs, où la préhistoire a joué un très grand rôle, puisque Darwin était quand même inspiré par l'Australie. Toute sa théorie, c'est ici qu'elle a pris naissance. Mais il faudrait visiter les zoos. On apprend énormément à visiter les zoos, regarder les oiseaux étranges, les animaux qu'il y a ici. Ce sont vraiment des animaux presque d'une autre planète. Enfin, des animaux tels qu'on imagine qu'ils ont pu exister dans la préhistoire. Et on apprend par cela, il faudrait y rester plus longtemps. Mais je crois que mon but n'est pas de reproduire ce que je vois. C'est la vision à travers de ce que je sais du monde, beaucoup plus que de ce que je vois dans le monde. Parce que ce qu'on voit, c'est une chose, et ce qu'on apprend du monde, c'en est une autre. Et je crois que le spectacle doit être porteur des deux, c'est-à-dire des aventures vécues et des aventures pressenties, et également d'une espèce de connaissance intuitive qu'on apprend à travers l'expérience qu'on a eue de la vie même. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous inspirer de ce que vous voyez que vous portez ce maquillage très, très épais, très lourd? Non, justement, et pour le moment, il n'est pas épais, c'est un maquillage très léger. Oui. Il est blanc, on sent la peau dessous. Mais je pense que je suis inspiré par ce que je vois quand même, puisque Bip est un personnage qui travaille au cœur du temps, mais qui est dompteur, patineur, voyageur en train, soldat. Donc c'est un personnage qui est lancé dans le monde pratique, dans la vie pragmatique. Il a ses rêves qu'il porte comme Superman vers une époque cosmique. Je crois que la première partie va plus loin, dans le sens où elle représentera la création du monde, l'arbre à travers les 4 saisons, des thèmes plus génériques, mais que le personnage de Bip se lance dans le quotidien, parce que c'est à travers le quotidien qu'on est tragique et comique, et que l'homme mesure davantage que les grands événements sont déterminants, mais qu'il se heurte tous les jours à 1000 petits événements qui rendent sa vie belle ou amère, voyez-vous. Donc le quotidien est finalement très important. Marie-Jeanne, pouvez-vous très vite me dire 10 titres de films dont vous avez fait la musique, sans réfléchir? 10 titres de films. Mourir à Madrid, en commençant par la France. The Longest Day, Lawrence d'Arabie, Dr. Zhivago, La fille de Ryan, ensuite Paris Brutile, Firefox. Je sais pas les titres quelquefois en français. Alors, j'en suis à 7. Qu'est-ce qu'il y a attendez voir. Qu'est-ce qu'il y avait? Le film de Hitchcock, Topaz. Isadora avec le tambour de Schlendorf, Les damnés de Visconti, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, Lion du désert et Mohammed Messenger of God de Mustafa Akkad. Oui, vous avez le compte, il y en a beaucoup plus que ça. Ouais, parce que comme ça, tout de suite. C'est bien pour ça. Et comment ça s'est passé pour Peter Weir? Il vous a appelé quand? À quel moment du film? Il m'a appelé quand le film a été pratiquement fini, et pratiquement fini d'être tourné, et juste avant le montage final. Et il est venu à Los Angeles, il a montré le film aux exécutifs du studio, et il m'a demandé de venir à une projection, et c'était c'était pratiquement un montage pratiquement final, parce que moi j'étais absolument
très touché par le film parce que je trouve que c'est un très beau film et c'est un film en même temps sur la pauvreté de l'Indonésie au moment de Sukarno et du coup manqué du Parti communiste en 1965. Et en même temps, c'est une histoire d'amour entre journalistes. Et c'est une histoire d'amour qui est très tendre. C'est pas une histoire d'amour tellement romantique. C'est une histoire d'amour qui est prise dans un contexte politique de révolution et de chaos. Mais je trouve que ce qui est formidable, c'est que les trois caractères principaux, les trois acteurs principaux, qui ont donc Mel Gibson qui joue le journaliste australien, une américaine qui joue la fille d'un ambassadeur, pas la fille, mais l'amie de l'ambassadeur ou du consul en fait britannique, qui est en même temps une sorte de double agent. Et l'acteur principal du film, pratiquement, est un nain. Et qui est formidable, qui est juste... Et vous savez, se passant en Indonésie, l'action a une espèce de double dans le sens où tous ces théâtres d'ombre, le fameux théâtre de marionnettes d'ombre chinoise, de Bali et de Java, où il y a toujours dans l'histoire, le Ramayana, il y a toujours le héros, l'héroïne, et puis il y a toujours le diable qui est toujours symbolisé par un nain. Alors il y a une sorte de parallèle entre la vraie histoire et l'histoire du Ramayana du théâtre d'ombre. Et comment est-ce que vous vous y prenez pour composer la musique? Est-ce qu'il doit y en avoir? Est-ce qu'elle doit être très imposante ou bien est-ce qu'elle doit être suggestive? Ouais, c'est-à-dire que on a parlé beaucoup avec Peter Weir, et Peter Weir a une idée très définie de ce qu'il veut. Alors c'est beaucoup plus facile. Il y a trois sortes d'ambiance, si vous voulez. Il y a une sorte de chose qu'on appelle, une sorte de musique qu'on appelle Asian Mist, qui est une chose qu'on doit presque pas sentir, qui est unobtrusive, comme on dit en anglais, mais qui est une chose qui est permanente presque. C'était une expérience d'ailleurs intéressante d'avoir pendant presque 7 ou 8 minutes du film cette espèce de halo sonore. Et puis il y a évidemment un thème pour les amoureux, pour l'histoire d'amour. Et puis il y a ce thème qui est le thème du nain, qui est en même temps une chose avec des réminiscences plus orientales dans le genre, dans le sens chinois, puisque c'est un nain qui a des ancêtres chinois. Et il y a toute cette espèce de musique aussi ethnique du gamelan balinais, du gamelan javanais. Et ça devrait, ces 4 éléments devraient constituer la trame sonore complète du film. Alors comment faites-vous? Vous regardez le film 150 millions de fois par jour? Pardon. En fait, vous savez, je crois que l'inspiration pour faire la musique d'un film, en ce qui me concerne, vient de la première fois où je vois le film sur un écran normal, parce que c'est là où on reçoit le choc. C'est pour ça que, en général, je fais très attention la première fois où je vois un film auquel je dois travailler. Je fais très attention d'être très en forme, d'être bien réveillé, pas trop tôt le matin, de ne pas avoir fait un bon dîner, pas avoir un petit peu trop bu le lunch ou le dîner d'avant, et pour être très en forme. Et là, c'est vraiment là où vous recevez le choc. Ensuite, évidemment, je regarde le film plusieurs fois, mais c'est en fait après, c'est plutôt sur le plan technique, savoir exactement où on va on va intégrer la musique dans le film. Et puis ensuite, c'est un travail avec le metteur en scène, parce que c'est tout de même le metteur en scène qui a travaillé à son film pendant 1 an ou 2 ans, quelquefois. Donc, il a déjà des idées au départ. Et ces idées-là, on les échange, et puis peut-être, je lui donne une idée, il n'aime, il n'aime pas, mais il y a une espèce comme un match de ping-pong. Mais, en général, quand on travaille avec un bon metteur en scène, il a déjà une idée très nette ce qu'il veut faire de la musique, l'emploi, si c'est un emploi extrêmement dramatique, ou est-ce que où la musique doit être presque très
en dessous, mais comme un second background du film. Ou alors des effets chocs, comme la musique par coup de poing. Et comment ça se passe avec Peter Weir lui-même? Est-ce que c'est un metteur en scène qui est très exigeant? Vous préférez personnellement que le metteur en scène ait déjà des idées très précises, ou bien vous préférez y ajouter toute votre personnalité? Non, j'aime bien quand le metteur en scène a déjà ses idées sur le plan de la musique, parce que ça simplifie déjà les choses. Et vous savez, pour faire la musique d'un film, il y a mille solutions. Enfin, je exagère, mais il y a en tout cas un grand nombre de solutions. Et on est une partie du film. La musique est une partie du film. Et on n'est pas là pour écrire une symphonie, on est là pour faire une partie du film. Et il faut que cette partie du film soit vraiment intégrée. Il y a le son, il y a le dialogue, il y a l'histoire, il y a la photo, il y a les acteurs, et puis la musique doit vraiment être intégrée. Si le metteur en scène a déjà une idée très nette de ce qu'il veut demander à la musique, évidemment, ça simplifie les choses. Ensuite, il y a une question, ce que vous pouvez lui apporter, c'est votre sens de la couleur de la musique, l'orchestration, la façon et puis le thème, et puis la façon de traiter les caractères, si on a des thèmes qui doivent être identifiés aux caractères principaux. C'est pour ça que je trouve que moi, la musique de film, c'est une chose extrêmement intéressante, parce que le problème, c'est d'être intégré à l'histoire, de ne pas gêner l'histoire, mais en même temps de lui apporter un support et de lui apporter une sorte une autre dimension. Évidemment, il y a des metteurs en scène qui